Papa n'a pas baissé la voix quand il l'a dit. Il a poussé l'enveloppe sur la table comme un trophée et m'a dit, « Nous avons donné ton fonds de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage. » La pièce s'est figée. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur a souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé mon fiancé. Et quand il s'est levé de sa chaise, a sorti son téléphone et a dit, « Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie ?» Ce sourire a disparu si vite que c'était comme si quelqu'un avait coupé le courant. Mais la vérité n'a pas commencé à cette table. J'ai grandi dans une maison où l'amour avait toujours une place sous les projecteurs, et d'une manière ou d'une autre, la lumière ne restait jamais longtemps sur moi. Mes parents croyaient en la réussite comme certaines familles croient en la religion. Mesurer, exposer, vénérer. Les murs de la salle à manger en étaient la preuve. Chaque cadre contenait une étape importante de la vie de ma sœur, ses trophées de débat, son admission à l'université, sa première promotion. Mes souvenirs vivaient dans les ombres entre ces cadres, discrets et non célébrés. J'ai appris très tôt à me déplacer dans cette maison sans attendre grand-chose. Je gardais la tête baissée, me suis construit une petite carrière de designer indépendante et prétendais ne pas remarquer à quelle fréquence les conversations revenaient à la fille qui les rendait fières. Ce n'était pas de la jalousie. C'était la douleur d'être à moitié visible à l'endroit qui m'avait élevé. La seule qui me voyait entièrement était la femme qui vivait juste en face de ma chambre d'enfant, ma grand-mère. Elle me glissait des biscuits chauds dans les mains en disant que la douceur servait à équilibrer, car le monde n'était pas toujours juste. Elle apportait de la douceur à une vie qui ressemblait souvent à du papier de verre. Mon fiancé l'a rencontrée avant de rencontrer qui que ce soit d'autre dans ma famille. Il est arrivé dans un simple pull et un jean usé, avec une gentillesse dans les yeux que ma grand-mère a immédiatement reconnue. Ils ont parlé pendant 1 heure ce premier jour. Quand il est parti, elle m'a serré le bras et a murmuré, « Il est plus solide qu'il n'en a l'air. » Elle avait raison. Il n'a jamais essayé d'impressionner. Il se présentait simplement avec une force tranquille dont j'ignorais avoir besoin. Mes parents n'ont rien vu de tout cela. Pour eux, sa simplicité signifiait l'insuffisance. Il posait des questions vagues sur son travail, mais seulement de la manière dont on coche une case qu'on a déjà jugée vide. Quand il n'a pas donné de détails, ils ont écrit leur propre histoire, qu'il manquait d'ambition, qu'il n'était pas à son niveau. Ils n'ont jamais demandé à quel niveau je voulais être. À l'approche de la saison des mariages, la tension s'est épaissie. Ma sœur pouvait à peine contenir son excitation en énumérant les lieux, les menus, les acomptes déjà versés. Mes parents hochaient la tête avec cette approbation chaleureuse que j'avais recherchée pendant des années. J'observais depuis la lisière de la conversation, prétendant que le nœud dans mon estomac n'était que du stress. Ma grand-mère a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Un après-midi, alors qu'elle taillait les rosiers dans son petit jardin, elle a dit, « Parfois, les pièces les plus bruyantes sont celles qui contiennent le moins de vérité. » Je n'ai pas compris à ce moment-là, mais j'allais comprendre. Tout le favoritisme, le déséquilibre, les fissures dans notre famille menaient à ce dîner du dimanche. La nuit où mon fiancé s'est levé et où la vérité est enfin apparue au grand jour. Les semaines qui ont suivi ce dîner se sont resserrées autour de moi comme une étreinte lente et délibérée. Chaque conversation dans ma famille revenait au mariage de ma sœur, ses visites de lieu, ses essayages de robes, les acomptes qu'elle avait placés avec confiance. Ma mère répétait l'expression « un vrai mariage », si often que cela a commencé à sonner comme un jugement gravé dans la pierre. J'ai essayé de laisser couler, mais chaque mention me donnait l'impression qu'une petite main de plus me poussait hors de ma propre vie. Mon père n'aidait pas. Il jetait un regard à mon fiancé avec ce sourire poli que les gens utilisent quand ils sont sûrs d'être généreux. La stabilité, c'est important, a-t-il dit une fois, en remuant son café comme si le rythme le stabilisait. Vous devriez réfléchir attentivement avant de prendre des engagements que vous ne pouvez pas tenir. C'était formulé comme un conseil, mais le message était clair. Il ne croyait pas que nous pouvions nous en sortir seuls. Il ne croyait pas que je pouvais construire quelque chose de durable avec un homme qui n'étalait pas ses réussites. Ma sœur absorbait tout cela avec une joie vive et inconsciente. Elle s'asseyait sur le canapé pour décrire des arrangements floraux, son enthousiasme débordant tandis que mes parents se penchaient, suspendus à ses lèvres. Je restais silencieuse, les mains croisées sur mes genoux, me demandant comment une famille pouvait faire de la place si facilement pour une fille et laisser l'autre écrasée contre les murs. Le tournant s'est produit à l'aéroport d'Orly. Ma grand-mère avait été invitée, ou du moins nous le croyions, à se joindre à eux pour un court voyage de célébration à Nice. Elle s'était habillée avec soin ce matin-là, lissant sa blouse avec un espoir qui me serrait la gorge.
Mais au comptoir d'enregistrement, l'agent a froncé les sourcils, a tapé quelques fois sur son clavier et a dit « Il n'y a pas de réservation à son nom ». Mes parents ont échangé un regard rapide, le genre de regard qui ne dure qu'une seconde mais qui dit tout. Ma sœur fixait son téléphone. La main de ma grand-mère a légèrement tremblé alors qu'elle ajustait la sangle de son sac. Peut-être. Peut-être qu'il y a une erreur, a-t-elle murmuré. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait jamais eu de siège pour elle. Elle ne faisait pas partie de leur plan. L'humiliation s'installe différemment quand elle s'abat sur quelqu'un qu'on aime. Elle est plus lourde, plus personnelle. Je l'ai senti me frapper comme un poids physique. Mes parents ont offert des excuses, des confusions, des malentendus, des oublis, mais aucune n'a atteint ses yeux. Elle a simplement hoché la tête, remercié l'agent et s'est mise de côté avec une dignité plus tranchante que toutes les excuses qu'ils auraient pu offrir. Je me tenais à côté d'elle, silencieuse. Je n'ai pas pleuré cette fois-là non plus. J'ai simplement regardé mon fiancé. Le bruit de l'aéroport s'est estompé en un bourdonnement derrière nous. Quelque chose dans son expression a changé, une colère calme, une détermination ferme. Et c'est à ce moment que j'ai su que ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Ma grand-mère n'a pas dit un mot sur le chemin du retour. Elle était assise bien droite, les mains croisées sur ses genoux, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. De temps en temps, elle hochait légèrement la tête, comme si elle était d'accord avec une pensée qu'elle seule pouvait entendre. Quand nous sommes arrivés dans son allée, elle nous a remerciés avec un doux sourire qui a brisé quelque chose en moi. Elle se déplaçait lentement, avec précaution, comme si sa déception pesait plus lourd que ce que ses os pouvaient supporter. À l'intérieur, la maison sentait la lavande et les vieux livres. Elle est allée directement à la porte du jardin, l'a ouverte et est sortie sur la petite terrasse. Je l'ai observée depuis le seuil alors qu'elle s'agenouillait au milieu de ses rosiers, touchant chaque tige comme pour s'excuser de les avoir laissés, ne serait-ce que pour une matinée. Le silence autour d'elle semblait fragile, comme une pièce où quelqu'un venait de recevoir une mauvaise nouvelle mais ne l'avait pas encore dite à voix haute. Quand elle a finalement parlé, sa voix était ferme. Ils ne m'ont pas oublié, Léa. Ils ont décidé que je n'étais pas nécessaire. Elle a retiré une feuille flétrie d'une tige, ses mains douces. Les gens se révèlent dans les petits choix. C'en était un. Je me suis assise à côté d'elle, les genoux dans la terre. Je n'ai essayé de défendre personne. Il n'y avait plus rien à défendre. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle préparait du thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une pensée familière m'a poussé à agir, quelqu'un devait la protéger, même si cette personne n'avait jamais été moi auparavant. J'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur la maltraitance financière envers les personnes âgées. Plus je lisais les définitions, les signaux d'alarme, les exemples, plus une clarté douloureuse s'installait. Ce n'était pas seulement le billet oublié. C'était la façon dont mes parents parlaient de ces économies, la façon dont ma sœur plaisantait sur la réallocation des ressources. La façon dont les décisions étaient prises autour d'elle au lieu d'avec elle. Toutes les pièces se sont mises en place silencieusement. Quand Mathieu est entré, il s'est arrêté derrière moi, lisant par-dessus mon épaule. « Tu penses qu'ils ont franchi cette ligne ?» a-t-il demandé doucement. « Je pense qu'ils l'ont effacée il y a longtemps. » Ma propre voix m'a surprise. Elle ne tremblait pas. Elle n'était pas hésitante. Il a posé une main sur mon épaule, me ramenant à la réalité. « Alors, nous n'attendrons pas qu'il recommence. » Le lendemain, nous avons rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans la protection des adultes plus âgés. Elle a écouté attentivement, posé des questions précises et n'a pas sourcillé quand j'ai décrit l'incident de l'aéroport. Quand elle a exposé nos options, la pièce a semblé changer. Le pouvoir que j'avais senti m'échapper pendant des années est revenu en place d'un coup sec. Silencieux, mais solide. Au moment où nous avons quitté son bureau, le plan était établi. Et quand ma famille rentrerait de son voyage parfait, elle ne serait pas accueillie chaleureusement. Elle allait faire face aux conséquences. Ils ont atterri un jeudi après-midi, faisant rouler leurs valises dans le hall des arrivées avec cette confiance désinvolte des gens qui croient que le monde se pliera toujours à leur volonté. Mes parents avaient l'air détendus, allés par le soleil, discutant des restaurants qu'ils avaient aimés. Ma sœur marchait légèrement en avant, faisant défiler des photos sur son téléphone, probablement déjà en train de planifier lesquelles publier. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les attende, mais Mathieu et moi nous tenions au bout de la barrière, et à côté de nous se trouvait l'avocate calme, posée, tenant un dossier assez épais pour faire vaciller le sourire de mon père avant même qu'il ne nous atteigne.
Ma mère a ralenti la première. Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Ma grand-mère s'est avancée de derrière nous. Elle avait insisté pour venir, non par colère, mais parce qu'elle voulait être présente, voulait que sa voix compte pour une fois. Elle portait un cardigan bleu marine et tenait son sac à main soigneusement devant elle comme pour se préparer à un impact. Les yeux de ma sœur ont filé de moi à l'avocate. Qu'est-ce que c'est que ça? L'avocate a parlé d'un ton professionnel et égal. Je suis ici au nom de votre mère. Nous devons discuter de l'utilisation non autorisée de ces biens et de l'incident à l'aéroport. Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Quel incident à l'aéroport? Ma grand-mère a répondu doucement, celui où vous m'avez laissé sans billet. Le silence est tombé comme une encre. Les voyageurs passaient à côté de nous, le bruit des roulettes, des conversations qui montaient et s'estompaient. Mais à l'intérieur de notre petit cercle, l'air semblait lourd, immobile. Ma sœur a ricané. C'était une erreur, maman. On te l'a expliqué. Non, a dit ma grand-mère, sa voix plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Vous n'avez rien expliqué. Vous avez évité. Vous avez minimisé. Vous m'avez dit que je devais être confuse, comme si la confusion était mon état par défaut. Elle a regardé directement sa petite fille aînée. Je n'étais pas confuse. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous n'avons pas besoin d'un avocat pour ça. L'avocate lui a tendu l'enveloppe. Si, maintenant. Il l'a ouverte, parcourant le contenu, des documents sur les relevés de retrait soulignant des incohérences, un rapport sur l'incident de l'aéroport et une convocation officielle à une audience de médiation. À chaque page, les rides sur son front se creusaient. Le sac à main de ma sœur a glissé de son épaule. Il est tombé au sol avec un bruit sourd, ignoré de tous. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle exigé. Ça veut dire, ai-je dit en m'avançant, qu'elle ne sera plus ignorée. Par aucun de vous, plus jamais. Mon père m'a regardé, les yeux perçants. Alors c'est ton œuvre. Non, ai-je dit. C'est le résultat de vos œuvres. Il s'est hérissé. Nous avons soutenu cette famille pendant des décennies. N'ose pas, soutenu Chloé, ai-je corrigé. Vous l'avez encouragé, célébré, protégé. Et quand il s'agissait de grand-mère, vous avez décidé qu'elle était optionnelle. Jetable. Ce n'est pas juste, a murmuré ma mère. C'est juste, a dit doucement ma grand-mère. Plus juste que la façon dont vous m'avez traité. Ma sœur a finalement retrouvé sa voix, cassante et fissurée. Pourquoi agissons-nous comme des criminels? Nous t'avons aidé avec tes factures. Nous gérons tes comptes depuis des années. On te rendait service. Les yeux de ma grand-mère brillaient, non de larmes, mais d'une sorte de résolution. Vous gériez mes comptes parce que je vous faisais confiance. Vous avez utilisé cette confiance pour faire avancer vos propres projets. Mon père a explosé, nous n'avons jamais rien pris qu'elle n'ait pas approuvé. L'avocate est intervenue, calme et imperturbable. L'intention sera examinée lors de la médiation. C'est le schéma qui compte. Le contrôle des finances. La prise de décision sans consentement. L'exclusion des voyages. Ce sont tous des indicateurs d'exploitation financière. Le sang-froid de ma sœur s'est brisé. C'est ridicule. Dis-leur, papa. Mais papa fixait juste les papiers, son assurance s'effondrant. Pas encore par culpabilité, mais par peur de conséquences qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir l'atteindre. Ma mère a regardé Mathieu, cherchant un refuge. Tu la laisses déchirer la famille. Mathieu n'a pas scié. Je la soutiens pendant qu'elle protège quelqu'un qui méritait d'être protégé bien avant aujourd'hui. Ma sœur a éclaté d'un rire sec. C'est ça, ton jeu? Tu te prends pour un héros? Tu nous as à peine dit ce que tu faisais dans la vie. Mathieu a expiré, lentement et de manière contrôlée. Tu as raison, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Bien sûr que j'ai raison. Tu le cachais. Non, a-t-il corrigé. J'ai été sélectif avec les personnes en qui j'ai confiance. Il a mis la main dans sa veste et a sorti son téléphone. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas essayé d'impressionner qui que ce soit. Il a simplement ouvert une page et l'a tendue pour qu'il la voie. Voilà ce que je fais dans la vie. Ma sœur s'est penchée, et son visage s'est décomposé. La confiance a glissé de ses traits comme de la peinture délavée par l'eau. Toi,
a-t-elle balbutié. Tu diriges ça? Il a hoché la tête une fois. Mon père a cligné des yeux rapidement. Mais tu as dit que tu travaillais dans la tech. C'est le cas, a dit Mathieu. Simplement pas de la manière que vous supposiez. Ma mère a mis une main sur sa poitrine. Mais pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Parce que le succès n'excuse pas le manque de respect, a-t-il dit, et le respect n'exige pas le succès. Ma grand-mère a esquissé un léger sourire à cela. Mon père a essayé de se reprendre, a tenté de se draper de dignité comme d'un manteau déchiré. N'empêche, impliquer des avocats. C'est extrême. Ce que vous avez fait était extrême, ai-je dit. La laisser à l'aéroport était extrême. Utiliser ses économies sans sa pleine compréhension était extrême. Ma sœur a croisé les bras. Très bien. Vous voulez nous humilier? Félicitations. Ce n'est pas de l'humiliation, ai-je dit doucement. C'est la prise de responsabilité. L'avocate s'est approchée. Vous devrez confirmer une date pour la médiation. C'est obligatoire. La voix de ma mère a vacillé. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Alors le tribunal procédera sans votre participation, a répondu l'avocate. Une pause. Un changement. Ma sœur a murmuré, papa, fais quelque chose. Mais il ne pouvait rien faire. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait aucun levier, aucun angle d'attaque, aucun discours préparé. Il a regardé ma grand-mère, non avec affection, mais avec la prise de conscience naissante que le pouvoir qu'il avait eu sur elle avait disparu. Ma grand-mère a soulevé son sac à main, le posant sur son épaule. Je rentre chez moi maintenant, a-t-elle dit. Léa va me ramener. Elle s'est retournée, et pendant un instant, je l'ai vue, non pas fragile, mais redoutable, quelqu'un qui s'était enfin souvenu de sa propre valeur. Alors que nous nous éloignions, la voix de ma sœur s'est élevée derrière nous, se brisant sous le poids des conséquences qu'elle ne s'était jamais attendue à affronter. Ça va tout gâcher. Mathieu a jeté un seul regard en arrière. Non, a-t-il dit. Ça va tout révéler. Et ce fut le cas. La médiation a eu lieu 6 semaines plus tard dans un bureau tranquille du centre-ville de Paris. Pas de robe de juge, pas de marteau spectaculaire, juste une longue table, un médiateur neutre, et le poids des choix finalement exposés à la lumière. Ma grand-mère était assise à côté de moi, les mains sagement croisées, la voix ferme alors qu'elle confirmait chaque détail, les retraits qu'elle ne comprenait pas entièrement, le voyage qu'on lui avait promis, l'humiliation de l'aéroport qu'elle pouvait encore sentir dans ses os. Mon père a essayé de justifier. Ma mère a essayé d'adoucir. Ma sœur a essayé de nier. Mais les faits ne pliaient pas, et le médiateur n'a pas scié. À la fin de la séance, les fonds de ma grand-mère ont été restitués. Chaque euro a été comptabilisé, remboursé par des paiements structurés supervisés par le tribunal. Elle a également mis à jour son testament, discrètement et sans cérémonie, en retirant ceux qu'il avait traités comme une obligation plutôt que comme une famille. Elle ne l'a pas fait par vengeance. Elle l'a fait pour protéger sa tranquillité. Après cela, elle a emménagé dans une petite maison près d'une jardinerie. Elle a de nouveau planté des fleurs, des roses, des hortensias, des herbes qu'elle gardait près de la fenêtre. Elle semblait plus légère, debout au soleil, comme si ses épaules s'étaient enfin détendues après des années à se faire toute petite pour préserver le calme familial. Quant à moi, quelque chose a changé. Je me suis inscrite à un programme de défense des droits communautaires, apprenant à soutenir les adultes plus âgés qui ne savent pas toujours comment se défendre. Cela ressemblait à une vocation, au début de quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et même maintenant, quand je passe devant le jardin de ma grand-mère et que je la vois tailler un rosier, je me souviens de la même question que je vais vous poser, avez-vous déjà eu à protéger quelqu'un de sa propre famille? Finalement, j'ai appris que le véritable amour n'exige pas le silence, et que la famille ne se définit pas par ceux qui partagent votre nom de famille, mais par ceux qui sont présents quand ça compte. Ma grand-mère a retrouvé sa voix. J'ai trouvé la mienne en me tenant à ses côtés. Et la vérité que nous avons mise au jour n'a pas détruit nos vies. Elle les a reconstruites sur quelque chose d'honnête. Si cette histoire vous a touché, dites-moi d'où vous écoutez et partagez votre propre expérience. Avez-vous déjà eu à mettre des limites avec votre famille? Votre voix pourrait aider quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.